J'ai dit à mon père à 28 ans, je lui ai dit « Mais papa, tu te rends compte que tu m'as jamais dit que tu étais fier de moi ?» Il m'a répondu « Je vais pas te mentir. » La violence! Oui, c'est violent. Je nous vois un peu comme un jeu de 52 cartes, et on a l'habitude d'en jouer que 10, il en reste 42 à jouer encore. Et de remettre la colère à sa juste place. Il y en a beaucoup qui confondent colère, puissance et violence. C'est pas la même chose. Tu te sers de l'énergie de la colère. Je veux être libre. Et à partir de ce moment-là, ce jour-là, j'ai enlevé ma minerve, j'ai plus jamais eu besoin de la remettre. J'ai finalement le droit de briller, un peu, quand même, et je suis capable, je suis douée. Merci d'accueillir Tara, installée sur les canapés. Quel joli prénom. Bonjour Tara. Bonjour. Quelle est la Marc. signification de Tara? Alors c'est une divinité dans la religion bouddhiste. Vous vous rendez compte le poids déjà? Déjà. Dans votre incarnation, direct d'entrée de jeu, vous commencez avec ça. C'est ça, mais que mes parents ignoraient en plus. Donc je l'ai découvert vraiment en grandissant. Mais comment ils ont pu trouver ce prénom? C'était dans le film Autant en emporte le vent. Ah, d'accord. Le domaine s'appelait Tara. Domaine Tara. Donc voilà. Ils se sont dit, tiens, si on a une fille, on va l'appeler Tara. C'est ça. Bon, en tout cas, il y a quelque chose quand même dans cette dimension spirituelle qui, dès votre incarnation, vous conduit à être celle que vous êtes aujourd'hui. Je pense. Oui. Est-ce que vous vous considérez comme thérapeute? Oui. J'ai une casquette, un pan thérapeutique, oui, complètement. Bien sûr. On va voir parce que, évidemment, j'allais dire, vos deux axes principaux sont le corps, les émotions, et le corps au travers du mouvement, donc de la danse. C'est ça. En l'occurrence. La danse. Comment la danse entre dans votre vie? Alors la danse est dans ma vie depuis que je suis toute petite. Mais au début, je le faisais beaucoup en cachette. Donc vraiment, voilà, j'avais cet aspect-là où je me cachais beaucoup dans ma chambre pour danser. Ça a toujours été un exutoire pour moi, la danse. Et plus tard, à un moment donné, j'ai fini par faire vraiment de la danse. Mais c'est arrivé grâce à un clown qui s'appelle Zigo. Alors d'où il sort? Parce que j'ai vu ça sur la fiche de proche, je me suis dit, mais qui est ce clown Zigo? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait, il y a aussi un passif, c'est-à-dire que quand j'étais petite, j'avais aussi beaucoup de surpoids. J'étais vraiment, d'un point de vue malade, en surpoids. Donc je me cachais beaucoup, j'avais honte de ce corps pour danser. Je voyais les petites filles qui faisaient du classique, toutes fines, etc. Donc je me sentais pas à ma place, je me sentais pas légitime d'être cette fille qui voulait danser. Et donc, à ce fameux camping, il y avait Zigo le clown qui venait pour faire des animations, pour animer les clubs ados et enfants. Et c'était le dernier jour où on était au camping avec mes parents, en vacances. Et là, Zigo, il dit « Bon, on va danser sur ces soirées-là ». Et il commence à chercher la musique. Et là, je l'avais déjà vu 2 semaines avant, donc je connaissais la Corée. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à dire à mes copains à côté « Ah ouais, je connais la Corée, c'est ça, etc. » Et là, il s'est retourné, il m'a dit « Toi, viens là. » Oui, j'arrive. Donc à ce moment-là, j'ai 11-12 ans. Et il me dit, bah vas-y, montre-nous. Et là, je passe donc de la petite Tara qui se cachait dans sa chambre et qui n'osait pas se montrer à, vas-y, donne un cours à 60 enfants. Et j'ai adoré ça. J'ai adoré ce moment, je me suis sentie à ma place. J'étais à l'aise, je connaissais les contes, je connaissais la Corée. Zigo, juste, il avait à me suivre. Enfin, c'était vraiment un moment, je m'en souviens encore, comme... Waouh! C'est une révélation. En fait, complètement. Ce moment-là était vraiment un point important, un point de bascule dans ma vie de révélation. Qu'est-ce qui le détermine? Ça veut dire quoi? La confiance en soi? C'est le fait que je peux le faire? Ou j'existe véritablement? J'existe, j'ai finalement le droit de briller, un peu, quand même. Et je suis capable, je suis douée dans la danse. Enfin, j'y arrive en tout cas. Donc j'ai pas besoin de me cacher. Je peux sortir de ma cachette. Et d'ailleurs, c'est ce qui est marrant, c'est que ce clown-là, juste après avoir fait ce moment, il est venu me voir en aparté, il m'a dit « Tu fais de la danse ?» Et je lui ai dit « Ben non ». Il me dit « Bah tu devrais, parce que tu as le truc ». Et cette phrase, je l'entends encore. Et juste après, je suis montée dans la voiture avec mes parents, j'ai dit « Je veux faire de la danse ». Mon père s'est moqué de moi et ma mère, elle m'a soutenue. Et mais pourquoi votre père se moque de vous? Parce que mon père, ce que j'ai besoin, envie, mes émotions, ça n'a jamais été accueilli. C'est pour ça que vous parlez de rejet, hein, sur justement la manière d'exprimer vos émotions. C'est pas du tout accueilli et compris en tout cas. Non, non, pas du tout. Bah, un exemple simple, hein, quand je pleurais, c'était va dans la salle de bain, je veux pas te voir. Voilà, ce genre de choses. J'ai plein d'anecdotes bien sûr, mais même adulte. J'ai dit à mon père à 28 ans, je lui ai dit « Mais papa, tu te rends compte que tu m'as jamais dit que tu étais fier de moi ?» Il m'a répondu « Je vais pas te mentir. » La violence! Oui, c'est violent. Et là, bah, moi qui commence enfin à exprimer mes émotions, je me mets à pleurer. Et il me fait « Pourquoi tu pleures ?» Et je lui fais « Parce que je suis triste, papa. » Et d'entendre ça, d'entendre les émotions, ça c'est un rejet vraiment total. Enfin, ça n'a pas sa place. Ça n'a pas du tout sa place. Est-ce que vous avez essayé de comprendre et de vous mettre à sa place? Alors j'ai essayé de comprendre et de me mettre à sa place, oui.
depuis petite, justement, il y avait ce côté où je me disais, mais c'est pas possible d'être autant dans le rejet, une forme de méchanceté, quelque part, égotique, je le savais. Et donc, je me souviens, je disais à maman, même à l'âge entre 8 et 10 ans, ouais, mais c'est parce qu'il a manqué d'amour quand il était enfant, il n'avait pas de démonstration affective, donc il sait peut-être pas faire et tout ça. Donc il a fallu que... j'ai vraiment fait le parallèle entre, j'ai refoulé mes émotions à moi, ok, mais il y avait le côté, j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre comment l'humain, qu'est-ce que je vois entre... Je vois bien qu'il a ses fragilités, mais il veut tellement pas les montrer que je me suis dit, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi la barrière ? Quel est le blocage ? Quel est le blocage ? Quelle est l'armure que lui s'est mis ? Voilà. Et en tout cas, voilà, c'est comme ça. Vraiment, mon père, c'est vraiment un déclencheur de mon intérêt pour le fonctionnement, la psychologie humaine et la façon d'être en relation avec soi et avec l'autre. Ça a été vraiment un élément hyper important. Pour être ce que vous êtes, celle que vous êtes aujourd'hui dans votre accompagnement, dans l'accompagnement thérapeutique. Entre cet âge de 11 ans, juste une parenthèse, vous l'avez revu le clown Zigo ou pas dans les années qui ont suivi ? J'ai jamais revu. Je me souviens, je l'avais cherché sur Facebook pour lui envoyer un petit message et... Non, jamais. En tout cas, il est à l'origine de ce que vous êtes, vous aussi. C'est les deux éléments déterminants, votre père et lui. C'est ça. Voilà, clairement. Il y a eu ces deux éléments-là. Et ma maman qui m'a soutenu pour pouvoir passer à l'action, parce que sinon ça aurait été plus dur. Malgré le fait qu'il y ait ce déclencheur à l'âge de 11 ans, vous dites quand même qu'à 11 ans, malgré les problèmes de poids, c'est là que vous avez eu une perte de poids importante. Est-ce que l'élément avec ce clown a été suffisamment déclencheur pour perdre du poids ? Non, ça a été juste avant. En fait, donc je l'avais vu l'été, en vacances, ce clown, et ça c'était donc fin août, et j'avais commencé à perdre du poids à partir de mi-juin, toute seule. Je me suis dit, bon là, j'en ai marre, je me prends en main. Donc à 11 ans, je me faisais à manger toute seule, je faisais du sport tous les jours, je faisais du sport dans ma chambre tous les jours, je courais, mais je faisais des allers-retours dans ma chambre, je faisais du vélo d'appartement, je faisais des abdos, etc. Et j'étais déterminée et j'ai perdu 13 kilos en 3 mois, toute seule. Voilà, donc il y avait vraiment ce côté déterminé et c'est vers la fin de cette phase-là qu'il y a eu l'épisode avec Zigo, donc je pense que il y avait aussi ce côté, tiens, j'ai repris un peu du pouvoir sur mon corps, mon rapport à mon corps. Je ressemble plus à une petite fille, enfin une jeune fille. Et donc d'assumer aussi un peu plus le fait de bouger, de montrer mon corps et de danser et d'être vue en train de danser. Ça a dû, ça tombait au bon moment. Ça veut dire que le corps est au centre de tout, c'est ce qu'on disait au tout départ dans votre accompagnement et vous avez créé une méthode qui s'appelle la méthode armure. Tout à fait. Que vous avez brisée, cette armure. Alors, c'est pas tant la briser, c'est en effet la faire fondre. Moi, je la vois plus comme fondre parce qu'on n'est pas obligé de taper dedans. C'est pas violent. Au contraire, on la fait fondre. Mais le but, c'est pas d'en avoir pas du tout. Parce que sans aucune armure, on est poreux, on laisse tout rentrer, on n'a pas de limite et c'est non. Mais c'est modifier son armure qui est basée sur la peur de l'extérieur par plutôt une armure qui est en faveur de l'amour de soi. Et là, ça change la donne. C'est essayer de remettre une armure saine et juste pour soi. Parce que pour moi, l'armure est quand même importante. Et si tu pouvais tout changer, qu'est-ce que tu changerais ? C'est la question que j'ai envie de te poser aujourd'hui. Parce que tu sais, bien souvent dans nos vies, on pense vouloir quelque chose. On pense vouloir atteindre un but. On pense être empêché par la vie et des environnements extérieurs, alors que finalement, on ne sait pas vraiment qui on est et on ne sait pas vraiment où on veut aller. On se met des objectifs, des paliers, et puis lorsqu'on y arrive, on est déçu. Ça paraît pas aussi bien que ce qu'on avait imaginé. La vérité, c'est que tous ces obstacles et cette réalité que tu te projettes autour de toi, qui te paraît pas être si terrible souvent, elle est filtrée par ça. Elle est filtrée et contrôlée par plein de fils invisibles et de chaînes qui sont là depuis ton enfance, peut-être même depuis avant, et qui t'empêchent littéralement de voir la vie telle qu'elle est et de te voir tel que tu es. Elle te donne une histoire, une sensation de cheminer et de ne pas être en contrôle. Mais en fait, à l'intérieur de toi, il y a plein de petites choses qui te contrôlent au quotidien. Ces petites choses qui te contrôlent te font voir la vie d'une certaine façon, te font prendre des décisions qui ne sont pas tout le temps les bonnes et t'éloignent de ton chemin. Elles t'éloignent de ce que ton cœur vibre, de ce que ton âme veut vraiment et de ce pourquoi tu es venu sur cette terre. Je te propose de vivre une série d'expériences immersives, de pratiques avec moi durant 1h30, de pratiques pour venir lever le voile. On va plonger à l'intérieur de toi grâce à différents outils puissants dont l'hypnose. On va venir plonger pour voir ce que tu veux cacher, voir ce qui t'est caché, voir là où tu en es et ce que tu veux vraiment au fond de toi. Et surtout, on va avancer
et transformer ce qui est déjà présent. Tu verras qu'en changeant depuis l'intérieur, tu vas pouvoir transformer ton monde extérieur. Après cette soirée, plus rien ne sera comme avant, j'en suis sûre. Alors, si tu le désires, dès maintenant, je t'invite à réserver ta place pour l'une des villes de France durant lesquelles je viendrai te rencontrer. J'espère que tu es prêt, que tu es prête. Et je te repose la question une dernière fois. Et si tu pouvais tout changer ? Alors, sur quel fondement est-elle basée, cette méthode ? Cette méthode Armure, alors, elle est basée sur une expérience de vie déjà par rapport donc, à la danse. Le fait d'avoir commencé la danse à l'âge de 11 ans. À 16 ans, j'ai intégré une compagnie de danse que j'ai gérée à l'âge de 21 ans, pendant 12-13 ans. Donc ça, la danse a toujours fait partie de ma vie, mais c'était uniquement un loisir à ce stade-là. Mais on faisait beaucoup de spectacles caritatifs, de spectacles dans des maisons de retraite. Enfin, j'aime la danse avec ce côté proximité des gens. Juste monter sur scène, être applaudi, au revoir, et ne pas avoir cette proximité avec les gens, ça n'avait pas de sens. Donc j'ai toujours eu ce pan-là avec la danse, mais je voulais être proche des gens, pour autant pouvoir aller leur parler après. Voir un petit enfant qui te regarde avec des yeux qui pétillent parce que oh, c'était toi sur scène. Enfin, voilà, ce genre de choses, j'avais besoin de ce lien humain, mais le vecteur, c'était la danse, parce que là, j'avais un rôle, quelque part, en tant que danseuse et tout ça. Et à côté de ça, j'ai eu plusieurs métiers, dont un métier dans une forme d'enseignement dans les collèges, parce que j'étais assistante pédagogique, mais on m'a donné une casquette de prof, un prof pas cher. Et en fait, ça a été super intéressant d'être à cette place d'enseignement, d'être dans ma classe et de me dire, là, c'est moi qui gère. Et de m'amuser finalement avec ça. C'était que des ados en plus, donc c'est pas le meilleur âge, mais moi j'adore, parce qu'il y a tout à faire finalement avec les ados. Et après ça, j'ai été aussi conseillère en insertion socio-professionnelle, puisque c'était un contrat précaire que j'avais au début, puisque c'était le même statut qu'un surveillant. Donc il fallait forcément, de toute façon je ne pouvais pas faire ça toute ma vie. Et donc me voilà conseillère en insertion professionnelle pendant 5 ans, où là j'ai été vraiment dans l'accompagnement de gens sur des parcours de vie, parcours professionnels, etc. Et donc j'avais vraiment les deux chemins parallèles. La danse qui continuait, les spectacles, etc., tout ce qui m'importait, la création et l'accompagnement. Et à un moment donné, il y a eu un problème de santé, une hernie cervicale qui est arrivée à l'âge de 30 ans. Ça faisait 2 semaines que j'avais 30 ans. Et là, me voilà complètement bloquée, paralysée, névralgie, tout bloqué. Et à chaque fois que j'allais au travail, j'étais complètement bloquée. Je pouvais pas. Quand je dansais, je pouvais enlever ma minerve, il n'y avait aucun problème. Mais dès que j'allais au travail, mon corps il disait non, non. Comme par hasard. Comme par hasard. Donc forcément, on m'a dit que je simulais, parce que je pouvais danser. Donc voilà. Mais non, c'était pas le cas. Et de toute façon, à ce moment-là, j'avais déjà envie de quitter ce travail-là, parce que j'avais envie de dire, je veux accompagner des gens. J'aime ça, accompagner des gens, mais je veux accompagner des gens qui en ont envie. Pas des gens qui sont obligés d'être là. Ce qui est le cas quand on accompagne des gens qui sont bénéficiaires du RSA, qui doivent venir au rendez-vous pour justifier, tout ça, c'est pas la même démarche. Et donc je me suis dit, je vais faire une formation de coach, parce que je veux un diplôme et me sentir légitime pour accompagner des gens. Donc me voilà à commencer cette formation de coach. Et pendant ce laps de temps, c'est là aussi où j'ai eu la minerve et tout ça. Et j'hésitais, est-ce que je continue de travailler, est-ce que non, oui, peut-être, bon. J'ai eu un peu des arrêts de travail. Et il y a eu un moment donné où j'ai fait des séances de kinésio justement pour cette problématique. Et la kinésiologue m'a dit mais qu'est-ce que vous voulez ? Juste cette simple question. Et là, j'ai entendu ce qui s'est passé à l'intérieur. Et la phrase qui est sortie, c'est « je veux être libre ». Et à partir de ce moment-là, ce jour-là, j'ai enlevé ma minerve, j'ai plus jamais eu besoin de la remettre. J'ai toujours mon hernie cervicale, puisqu'on l'a à vie, elle se résorbe un petit peu, mais voilà. J'ai jamais eu besoin de remettre une minerve de ma vie. Mais ça n'en fait pas une méthode. Ça n'en fait pas une méthode, tout à fait. Et donc pendant cette formation de coach, donc où je quitte mon travail, il y a un moment donné où il faut faire un mémoire. Puisqu'il faut avoir, c'est l'équivalent d'un bac+5, donc d'un master, il faut passer par la case mémoire. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais choisir comme sujet de mémoire ? J'en sais rien du tout. Et ça s'est vraiment passé un matin au réveil. Comme si d'un coup, j'avais eu des infos qui m'étaient venues dans la nuit, d'intuition, de trucs qui... Voilà. Et c'était devenu une évidence de me dire, mais et si je faisais le lien entre la danse
et les thématiques du coaching. Confiance en soi, l'alignement, le respect de soi, des limites de ses besoins, l'écoute de soi, la libération émotionnelle, le lien à l'autre. Toutes ces choses-là qu'on voit dans le coaching, on dit bien sûr qu'on peut le travailler avec la danse. Et là, me voilà à passer des heures au McDo, pour l'anecdote, avec mon thé, à passer 5-6 heures par jour, à écrire, et ça coulait à flot, les idées coulaient à flot, de me dire qu'est-ce que je peux inventer comme exercice, ou vraiment me dire je mets des gens en situation, sur de la musique, donc il y a le côté ludique, mais ce qu'ils vont faire, ce que le corps va produire spontanément, ça va vouloir dire des choses sur cette personne, sur sa façon d'être en relation avec lui, sa façon d'être en relation avec l'autre, et aussi sur comment cette personne appréhende, vit, ressent, exprime ses émotions ou non. Il y a quand même une double étape, ouais. c'est-à-dire qu'il y a la première avec le mouvement au travers de la danse, il faut déjà oser franchir ce cap. Il faut déposer un peu aussi, j'allais dire déposer les armes, c'est la première chose, mais en tout cas déposer cette armure qui nous a conditionnés pendant tant de temps, et ensuite s'autoriser à avoir cette libération émotionnelle. Donc on a parfois du mal à imaginer qu'au travers de ce que vous allez préconiser dans les mouvements de danse, on puisse en arriver à cette libération. Alors c'est pour ça qu'il y a besoin aucunement d'être danseur ou d'avoir des compétences en danse, Oui, c'est même ça, ouais. des fois au contraire, parce que souvent ceux qui savent danser vont danser joli ou bien en fonction de ce qu'ils connaissent. Alors que des gens qui dansent pas, on les met dans vas-y bouge, ils vont bouger plus vrai qu'un danseur qui aura l'habitude de certains mouvements, certains codes justement. Mais en revanche, il y a vraiment c'est un process. C'est pour ça que ça s'appelle aussi armure, c'est on y va couche par couche. On ne pourrait pas faire l'exercice 4 sans avoir fait l'exercice 1 et 2 avant, dans l'ordre. C'est pas possible. Très progressif. C'est vraiment progressif. Donc pour que et c'est ce qui se passe à chaque fois, que ce soit en individuel, en groupe, peu importe. Il y a vraiment ce côté, ok, on y va. Pourtant, le premier exercice, c'est quand même déjà très engageant, mais les gens osent. Enfin, il n'y a jamais eu de blocage complet de gens qui partent en disant non, là, je peux pas, c'est pas possible. C'est pas arrivé. Et de se sentir très vite dans un espace sécure où ils peuvent s'autoriser. Mais on y va vraiment, intelligemment, on va dire, mais voilà, progressivement, couche par couche. Parce que ça, c'est vraiment super important et je veux que les gens se sentent emmenés progressivement et avec toujours la liberté aussi de faire ou de ne pas faire. Le fait de savoir que les gens sont libres de ne pas faire, ils vont plus facilement s'autoriser à essayer. Alors c'est ça qui est assez paradoxal aussi, c'est que quand on se dit que les gens sont libres de ne pas faire, par définition, quand on est attiré par notre zone de confort, on a envie de rester dans cette zone de confort, on se dit on va pas faire, je vais pas oser faire. Alors que vous dites l'inverse en fait. C'est ça, mais alors que justement le fait de savoir qu'à tout moment on peut arrêter, quitte à être là, autant être là, autant essayer. Et j'essaye toujours de mettre aussi beaucoup de bienveillance, ok, même si on entend beaucoup ce terme, mais ça ressort mine de rien quand même beaucoup, et de douceur. Il y a vraiment une approche. L'approche est douce, tout en étant profonde. On y va vraiment. On va vite dans les sujets. On n'est pas dans quelles sont les étapes? superficialité. Alors vous disiez il y a étape 1, 2, 3, 4. Quelles sont ces étapes? La première étape déjà c'est la phase de rencontre. Rencontre avec soi, rencontre avec l'autre. Donc déjà rien que le premier exercice c'est très simple. Si on se regarde dans les yeux pendant un certain temps et on ne se lâche pas du regard. Et rien que ça c'est un exercice. Rien que ça. Mais ça pète énormément de barrières tout de suite. Et c'est beau ce qui se passe. Bien évidemment ça peut déjà générer beaucoup d'émotions. Et c'est ok. Parce que c'est beau d'être vu dans sa vulnérabilité et d'être accueilli dedans. Ça vient déjà réparer des petites choses à l'intérieur. Et autre étape? Et autre étape, ensuite, il y a le côté déjà juste arriver à danser, à se libérer, voir un petit peu j'appelle ça le vocabulaire gestuel de chacun. Et ensuite de le mettre en commun, c'est-à-dire de dire, maintenant, voilà, on va voir qu'est-ce qui se passe en relation. C'est-à-dire qu'on va mélanger et le regard et le mouvement. Donc on continue à se regarder, mais on reste en mouvement. C'est ça. Sur une musique, quel genre de musique vous avez choisi? Tout type de musique. Tout type de musique. Ça, justement, progressivement, on va dans des intentions aussi différentes. Au début, ça va être neutre, chacun fait ce qu'il veut. Et après, on va dans des intentions différentes et des émotions différentes. On va les chercher. Tiens, si je te dis la puissance, ok, comment chacun va exprimer la puissance, mais avec l'autre. Parce que juste dans son coin, c'est une chose. Mais de le faire avec l'autre, de le partager avec l'autre. C'est-à-dire qu'on propose des choses, l'autre doit le faire en miroir. Après, on inverse les rôles. Donc, quel est le vocabulaire de l'autre face à moi aussi? Donc, on est toujours en binôme. En binôme, mais on change de binôme. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça.
Enfin, il y a beaucoup d'exercices en tout cas en binôme, il y en a aussi en trinôme selon les exercices qu'on fait, parce que là c'est vraiment axé sur comment j'arrive à oser m'exprimer moi, à donner, recevoir, en restant pleinement dans le lien sans jamais le fuir. Parce qu'il y a beaucoup de regards forcément qui auront envie de fuir, etc. Se dire non, le plus important, même si on est gêné, même si on a l'impression de faire n'importe quoi, je reste avec toi. Et ça, c'est ça qui change tout. Focus. Et c'est, rien que ça, c'est super puissant. Et en plus, après, dans différentes thématiques. Ça peut être la sensualité, ça peut être la colère, ça peut être la joie, ça peut être la douceur. Et de voir que ça vient taper dans des choses très différentes selon les personnes. Il y en a, ils vont être très à l'aise avec la colère et pas avec la douceur. Et d'autres, ça va être peut-être complètement l'inverse. Et en fait, ce qui est chouette, c'est que d'abord, on le vit dans le corps, et après, on en parle. Après, on conscientise de ce qui s'est passé, de qu'est-ce que ça dit de moi, de quel est mon rapport à la colère, etc. Et ce qui ressort, par exemple, beaucoup avec la colère, il y en a plein qui disent « Non, mais moi, j'ai pas de colère. » Bon, ça peut se discuter, on va les refouler. Et... ou de dire « Oui, mais j'ai pas envie de déballer ma colère sur l'autre. » Je dis « Mais à aucun moment, tu déballes ta colère sur l'autre. Tu te sers de l'énergie de la colère. » Et de remettre la colère à sa juste place. Il y en a beaucoup qui confondent colère, puissance et violence. C'est pas la même chose. Et comment, toi, tu exprimes ta colère, comment tu vas la chercher, et finalement, ceux qui s'y autorisent, de voir que ça fait du bien. Et quand elle est vue et partagée avec quelqu'un d'autre, finalement, c'est comme une mayonnaise qui monte. Enfin, c'est ce que je leur dis. C'est, à chaque fois, c'est, si tu lâches le regard, ça retombe. Mais si tu restes avec moi pendant 3-4 minutes, et on va chercher ensemble quelque chose et on le partage, ok, là, ça génère des choses. Là, ça libère. Là, ça fait du bien. Ça permet donc de passer par le corps. Et ensuite, on en parle. Et ensuite, on comprend. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous êtes-vous déjà demandé si le tarot était bien plus qu'un simple jeu de cartes ? Rejoignez-nous pour un webinaire exclusif avec Moreno Fasari, tarologue de renom, formé par Jodorowsky, qui vous révélera comment le tarot peut devenir un miroir de votre âme et transformer votre vie. Découvrez les secrets de votre inconscient. Apprenez à lire les cartes sombres, comme la mort ou le diable, et participez à un atelier pratique en direct. Inscrivez-vous maintenant. Les places sont limitées. Le lien est dans la description ou en haut à droite de votre écran. Ne ratez pas cette opportunité unique de percer les mystères du tarot. Ce qui doit être intéressant, c'est de voir, évidemment, chacun est assez singulier et unique, donc ça doit être intéressant de voir de quelle manière c'est vécu, parce que personne ne doit vivre la même émotion au même moment, pour le coup. Bien sûr. Alors forcément, vu qu'on fait des exercices comme ça, il y a un côté un peu, je leur dis, un petit côté un peu schizo, parce qu'on passe d'un état à un autre. Mais c'est de se dire au début, je vais le jouer, forcément. On se met dans un état où on le joue. Mais même quand on joue, qu'on est acteur, il y a une partie de nous qu'on met dedans. Et là, c'est d'aller chercher tiens, je vais déclencher, qu'est-ce que c'est pour moi si je vais chercher de jouer telle émotion, la colère, la douceur, qu'est-ce que c'est ? Et finalement, c'est en se prenant à son propre jeu, c'est de se sentir, ah ok, c'est ça, et d'aller découvrir que c'est quand même moi, c'est une facette de moi. Je suis multifacette. Moi, j'aime bien dire aux gens que je nous vois un peu comme un jeu de 52 cartes, et on a l'habitude d'en jouer que 10. Il en reste 42 à jouer encore. Ça ne veut pas dire que tu n'as plus tes 10 cartes. Ça ne veut pas dire que tu n'es plus ces 10 cartes. Si, mais tu en as d'autres. Et viens, on va aller chercher les autres. Après, tu choisiras ce que tu veux. Dans les autres exercices que vous proposez, il y a quoi ? Il y a aussi des exercices... alors, il y a beaucoup d'exercices aussi solo, vraiment pour se recentrer aussi sur soi, sur ses sensations corporelles, sur se faire du bien, sur sa gestuelle et ses mouvements, sa propre mobilité. Parce que aussi, selon des choses qui vont être coincées ou non dans le corps, ça veut dire aussi plein de choses. Une chose toute bête, c'est... Parce que les gens aussi, à un moment donné, ils font la marionnette ensemble, c'est-à-dire qu'ils se laissent guider. Ça travaille le lâcher-prise, etc. Mais pas que. Par exemple, une personne qui va baisser quelqu'un, et la personne, elle va se baisser, et en fait, elle va perdre un peu l'équilibre. Et il y en a plein qui n'osent pas juste plier les jambes pour retrouver leur équilibre et leur ancrage. Non, ils gardent les jambes dures comme du béton. Et je leur dis, ça, c'est les gens qui veulent pas flancher. En mode, non, je tiens. Et c'est ça qui est marrant, c'est qu'après, on analyse un peu ce qui s'est passé dans les exercices, comment ça a été vécu. Il y a des petits points clés comme ça. En individuel, on va plus loin. Et ça révèle qui on est. Et ça révèle qui on est, notre façon vraiment de nous comporter dans le lien, dans la relation à l'autre et dans notre quotidien. Et c'est ce qui est fou, c'est qu'à chaque fois, je dis certaines choses, je donne des explications en fonction de, tiens, tel mouvement, ça veut dire ça. Ce qui se passe là, ça veut dire ça. Et ça, c'est toujours tombé juste. Ouais, c'est une lecture
du corps, C'est ça. ou en tout cas une lecture de la personnalité, de l'être que nous sommes au travers des mouvements, au travers du corps, au travers de la posture, au travers des réticences que l'on peut avoir, des blocages, parfois, et puis des émotions, parce que c'est ce qui génère évidemment des émotions. On pourrait se dire que à ce stade-là, qu'on est au stade du constat, c'est-à-dire qu'on a vécu quelque chose et on constate quelque chose. D'abord, la première étape, en effet, c'est ce côté j'observe. On est en observation. J'observe et ok, je fonctionne comme ça. Enfin, d'accord, je découvre ça peut-être de moi ou je le sais. Déjà, c'est la vraie conscientisation. Et après, l'idée, c'est de soit refaire les exercices en se disant mais qu'est-ce que j'aimerais changer ? Comment j'aimerais arriver à me comporter ? Par exemple, quelqu'un qui lâche tout le temps le regard, etc., te dire, vas-y, essaye de le tenir. Que toi, ton focus sur l'exercice, ça va être vraiment ça. Ou il y en a aussi, ils ont tendance à s'éparpiller peut-être, à pas être à l'écoute de l'autre. Et donc de faire un focus après individuellement sur les problématiques, entre guillemets, de chacun en fonction des exercices. Et déjà, si on arrive à le faire après dans le mouvement, on pourra le retransposer dans la vraie vie. À chaque fois, les exercices, je les mets toujours en lien avec des situations de vie. Donc, je vous donne un exemple, un exercice où j'utilise un collant. Donc, je fais danser les gens ensemble, liés entre eux par le collant. Avec 2 versions notamment, une version attachée et une version éloignée où chacun tient un bout du collant. Donc, il y en a un qui est attaché avec le bras de l'autre. En fait, non, ils tiennent chacun un bout du collant, mais ils entortillent le collant pour qu'ils soient au final liés l'un à l'autre, comme si nous deux, on était liés au niveau du poignet. Et je les fais danser comme ça. Un coup comme ça, et un coup, chacun tient un bout du collant. Et voir qu'est-ce que ça émerge. Et là, il y a des gens qui vont être très à l'aise, comme ça, mal à l'aise à distance, et d'autres, ça va être complètement l'inverse. Se dire, ah non, mais là, je me sens libre, c'est chouette, et là, je supporte pas. L'intérêt, c'est pas de se dire, ça, c'est pas bien, et ça, c'est bien. C'est de dire comment je vis l'un et l'autre. L'idéal, c'est d'être bien dans les 2 configurations. Et déjà, là, selon le vocabulaire que les gens vont utiliser quand on va comparer juste ces 2 situations-là après les avoir vécues, ça va être très intéressant de voir je me sens enfermée, ou là, je me sens un peu perdue, là, il y a de la distance, ou là, il y a de la liberté. Déjà, il y a distance ou liberté, lien, absence, enfin voilà. Alors que, factuellement, chacun utilise le vocabulaire qu'il veut. Et c'est là que c'est super intéressant de voir qu'est-ce qui émerge justement dans cet exercice avec le collant. Mais là, on est encore dans le constat. Là, on est toujours... Ah oui, mais il y a une énorme phase de constat, et après, en fait, le fait déjà de prendre conscience de notre façon d'être en relation. Après, il y a la phase de... Maintenant, je vais retourner dans ma vraie vie, et je vais l'observer. Et comment je mets en application ? En parallèle. Bien sûr, bien sûr. Voilà, je vais observer en parallèle. Ah ouais, ça me rappelle ce que j'ai vécu dans l'exercice du collant. Ah oui, c'est vrai qu'elle m'a dit, ouais, il y a ça, il y a ça. C'est vrai que dans ma façon d'être en lien... Voilà, d'autres personnes, par exemple, qui vont, pour reprendre l'exemple, qui vont danser à distance, comme ça, le lien est toujours le même, puisque le collant est toujours le même, mais ce qui se passe entre les deux, c'est la relation. Qu'est-ce que je fais dans la relation ? Comment je nourris la relation ? Est-ce qu'elle est équilibrée, déséquilibrée ? Est-ce que c'est toujours la même personne qui va vers l'autre ? Est-ce que c'est quelqu'un qui tire l'autre à soi ? Et selon, justement, le comportement des gens, ça va être pile poil en miroir de ce qu'ils vivent dans la vraie vie. Et ça, c'est dingue. Le problème, si je puis dire, c'est j'ai encore le sentiment d'être dans le constat. D'être dans le constat. C'est-à-dire que vous vivez des choses au travers de votre méthode qui s'appelle ART-MUR, presque en 2 mots, apostrophe A-R-T, apostrophe M-U-R-E. Vous vivez des choses sur l'instant, dans l'exercice. Ensuite, vous rentrez chez vous, il y a une résonance avec votre vie de tous les jours. Vous vous dites, tiens, c'est ce que j'ai vécu effectivement quand j'ai fait l'approche avec la méthode. Mais est-ce que ça vient régler quelque chose dans ma vie ? Alors ça peut se régler seul, parce que des fois, juste prendre conscience fait que déjà on change de positionnement et de posture après, on essaye d'autres choses. Soit ça suffit pas, auquel cas, l'intérêt c'est potentiellement de le refaire et d'appréhender justement de nouveau les exercices avec ce regard de maintenant je sais comment je fonctionne, j'ai un autre regard sur moi et je sais ce que j'aimerais changer. Notamment, si je prends l'exemple, il y a eu une personne par exemple qui avait fait le stage avec moi un été, une personne qui a des troubles autistiques. Lui, le regard c'était très dur et le contact physique, c'était hyper dur pour lui.
C'est souvent ça, ouais. Déjà, voilà. Et bon, le fait qu'aussi, le process complet, par exemple, ça prend 12 heures. Donc on a le temps aussi d'aller couche par couche. À la fin du stage, on a pu le prendre dans les bras, par exemple. Rien que ça, c'était fort. L'année d'après, il l'a refait avec moi, le stage. Et là, il a fait absolument tous les exercices de contact, de regard, etc. Il a pu tout faire. Donc il y a eu cette avancée. Il y a eu une avancée, il y a eu un changement. Et le fait de refaire l'exercice avec un autre regard et peut-être en arrivant à faire des choses qu'on n'arrivait pas à faire avant, vient nous prouver qu'on y arrive, ou au contraire, révèle de nouveau un blocage qu'on n'a pas encore dépassé, et tout est OK. Juste, déjà, c'est d'essayer de ne pas être dans le déni, de se voir tel qu'on est vraiment, et surtout d'essayer d'être vrai le plus possible, tout en restant en lien avec l'autre. Parce qu'il y a le lien à soi, mais il y a aussi beaucoup le lien à l'autre qui compte, et c'est comment je fais pour essayer d'être le plus authentique avec moi-même, tout en restant en lien avec l'autre, et en écoute aussi avec l'autre, et de nourrir ce nous, tout en continuant de nourrir le moi. Et ça, à travers la danse, on peut exprimer aussi beaucoup de choses qu'on n'ose peut-être pas exprimer dans le quotidien, justement. Je pense encore à la colère. Ça peut être une façon très saine de la gérer. La colère, c'est une énergie de mouvement. Ça a besoin de sortir, que ce soit... Oui, alors vous appelez ça la danse, on est plus dans du mouvement. Oui, ah oui. C'est pour ça que... Alors, j'utilise le mot danse parce que danse, il y a tout de suite une connotation chorégraphique, c'est ça. Artistique, etc. Ce n'est pas du tout ça. C'est pas ça, hein, C'est on pas est du dans tout ça. du mouvement corporel. C'est ça, c'est du mouvement. Tout comme, mais ce n'est pas non plus comme la biodanza ou la danse libre. C'est très très différent de ça. Parce que vraiment, il y a cet aspect de... Les exercices, il y a une finalité. Il y a quelque chose à comprendre derrière et il y a une conscientisation qu'on vit derrière. C'est pas juste un moment où on se fait du bien. Ça fait du bien, ça libère, ça génère des choses. Ok, maintenant viens, on va comprendre qu'est-ce qui s'est passé. C'est ok ou c'est pas ok pour toi de découvrir ça ou de ressentir pleinement ça. Et c'est là où c'est intéressant de passer d'abord par le corps, ensuite la tête, plutôt que l'inverse. Parce qu'avec la tête, on peut croire énormément de choses, dire non, moi ça va, tout va bien, ok, bah viens, on va danser. Et vous devez avoir beaucoup de « je n'imaginais pas ça ». J'aurais sans doute jamais pu imaginer d'abord que j'aurais été capable de faire ça, de le faire de cette manière-là, et que ça révèle chez moi sans doute telle ou telle intelligence émotionnelle que j'ai ou que je n'ai pas. C'est ça. Oui, il y en a beaucoup qui déjà sont surpris parce qu'ils ne s'attendent pas à ce type d'exercice, à tout ce que dire. Ah oui, ça veut dire tout ça. Ok, c'est super. Enfin, de voir ce côté intéressant, etc. Et je leur dis aussi, n'hésitez pas à refaire les exercices après, en famille par exemple. Oui, parce qu'il y a un côté très ludique. Hein. C'est ça. Ça peut être très sympa, ça peut être c'est vraiment ça peut être fait dans le jardin. Mais complètement, voilà. Vu qu'il y a ce côté musique, mouvement, on peut le faire à tout âge, et c'est chouette. Ne serait-ce qu'un parent et un enfant, mettez-les l'un face à l'autre en train de se regarder dans les yeux et de danser ensemble en miroir, etc. Enfin, c'est hyper touchant à voir. Et c'est souvent le parent qui est beaucoup plus décontenancé que l'enfant. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que c'est une vraie approche thérapeutique, pour le coup. Il y a vraiment deux aspects. Il y a le côté thérapeutique et un côté formateur, parce qu'il y a le côté développer finalement son intelligence et ses compétences, devenir compétent émotionnellement et compétent relationnellement. Vous intervenez aussi en entreprise ? C'est ça, en entreprise. Et vous faites danser les gens aussi en entreprise ? Ouais. En tout cas, les mettre en mouvement. Et c'est ça, c'est de leur dire, le but, c'est pas que tu sois un danseur, on s'en fiche de ça. Ouais, c'est ça. Vas-y, fais ce qui te vient. Et finalement, le fait qu'il y a toujours, surtout dans un groupe, des moteurs. Puis sinon, c'est moi. C'est pas grave, on s'en fout. Et le fait qu'il y ait un moteur permet d'ouvrir les autres au canal de, j'ai le droit aussi. Et donc finalement... On se lâche. Ça se lâche. Ça libère. Je l'ai fait avec un groupe de gens qui étaient en insertion professionnelle, dans une formation pour regagner en confiance en eux, face au travail, etc. Donc c'était des gens qui étaient très éloignés de l'emploi, très éloignés même de toute vraie vie sociale. Ils sont très reclus chez eux. Et là, moi, je débarque, allez, debout, on va danser. Mais à quelle heure ? Enfin, d'où je sors ? C'est sûr. Et finalement, à la fin des 2 jours, ils se sont dit, mais c'est génial de passer justement par le corps. Le groupe était beaucoup plus soudé, ils avaient partagé des vraies choses, ils ont dit, ouais, là, j'ai ressenti des choses, j'ai compris, je l'ai intégré, je l'ai ressenti, je l'ai incarné, je l'ai vécu. Ça peut se faire qu'en présentiel pour le coup, alors ? Ça se fait, essentiellement quand même en présentiel. Toute la France. Ah, vous vous déplacez ? Oui, voilà, mon objectif, c'est dans toute la France. Donc là, à partir d'automne, je reviens vivre en région parisienne. Donc après, oui, je peux faire tout ce qui est accompagnement individuel, couple et famille dans ma région. Et sinon, je me déplace dans toute la France pour donner justement des stages
dans différents types de structures. Et 12 heures, vous avez dit? Oui, c'est C'est-à-dire sur... que le stage dure 12 heures? C'est ça. 12 heures avec aussi une option de perfectionnement justement que je propose sur une journée complète qui est, maintenant on va revoir les exercices avec peut-être des consignes un peu plus poussées, mais maintenant qu'on a compris certains fonctionnements, on va aller un peu plus loin. Pardon, je fais les consignes qu'on a déjà faites, mais avec des contraintes peut-être sur une personne sur deux. Comme ça, c'est voir comment la personne en face va réagir. Un exemple avec le collant. Donc je fais que des binômes. Et ils doivent danser ensemble avec le collant, chacun tient un bout, et à une personne de chaque, je lui dis, soit tu bouges pas, soit tu sautes dans tous les sens, mais que l'un que l'autre. Il n'y a pas d'entre-deux. Donc d'être une personne ingérable, quoi. Et l'autre personne, c'est de voir comment elle va réagir à soit cet immobilisme, soit cette qui saute dans tous les sens. Et c'est ça qui est marrant, c'est de voir comment moi je me dis, je reste en lien, je suis avec cette personne, qu'est-ce que je fais? Et ce qui est déjà arrivé souvent, c'est en le faisant, par exemple, j'étais là, immobile, et j'ai eu 2-3 personnes qui sont venues et qui ont voulu me forcer à bouger. Et là, je les regardais en souriant, parce que juste, non, je ne bougerai pas. Et après, je ressaute dans mon... Voilà, je fais mon truc, mais il y en a plusieurs qui sont comme ça. Et c'est fou, comme après, en discutant, lui dire, tu te rends compte que tu es venu me forcer? C'était rude, la façon dont tu es venu... Ah bon, etc. Ils se sont même pas rendus compte que, finalement, c'est ça la réaction, c'est vrai que je supporte pas l'immobilisme, j'ai l'impression que s'il se passe rien, si je suis toute seule, non, donc viens avec moi, quoi, fais quelque chose. Et c'est vraiment en écho avec leur quotidien, leur couple ou la situation qu'ils peuvent vivre actuellement. C'est ça qui est très révélateur. Ouais. Et c'est ça qui permet effectivement de cheminer et peut-être de rentrer dans cette dimension thérapeutique, dans cet accompagnement au travers du corps et des émotions, des relations, intelligence émotionnelle, évidemment, la confiance en soi. Cette communication par le corps, danse-thérapie, c'est comme ça que vous avez... C'est ça, c'est une forme de danse-thérapie. Une forme de danse-thérapie. Je ne sais pas si le mot danse, on devrait le mettre plus en avant. C'est pour ça que je c'est plus du mouvement corporel, le mouvement thérapeutique, quoi. C'est presque c'est de l'expression corporelle plus que de la danse. L'expression corporelle, exactement. Tara Bousquet, on vous met autour de la vidéo tous les liens pour entrer en contact avec Tara. Vous faites des sessions tous les combien de temps? Tous les 1 mois et demi, 2 mois. Tous les 1 mois et demi? Oui, ok. Et vous vous déplacez un peu partout? Et je me déplace aussi selon les besoins. Et même en entreprise, si besoin. Tout à fait. Voilà, fabuleux. Structure médicale, entreprise, tout ça. Merci beaucoup. Quel chemin depuis Zigo, hein. Ah oui, merci Zigo. Merci Zigo. Hein. Merci. Et merci à votre papa aussi, quand même. Oui, de rien. tout à fait, complètement. Dans sa dureté, c'est ça. Il a été aussi à l'origine de tout ça. C'est ce qui m'a permis de créer quelque part ce qui m'a manqué, des espaces de ce qui m'a manqué. Magnifique. Merci infiniment, Tara. Merci. On vous met donc tous les liens autour de la vidéo, vous commentez avec bienveillance et puis nous on se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Merci à tous.